Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au Cercle de presse. Je vais vous inviter à prendre place. Alors, ce matin, c'est une première. Hein? Ça fait plusieurs années qu'on a envie de recevoir le forestier en chef. Et voilà, c'est exaucé, veut exaucer ce matin. Vous pouvez applaudir, effectivement. Alors, Monsieur Gérard Sarraz, pour ne pas dire Georges, hein, parce que je crois qu'il y a des gens qui se mélangent. Oui, le ministre m'appelle Gérald. Alors, G. Sarraz. Voilà. Et vous êtes également sous-ministre associé depuis très récemment aux forêts, à la faune et au parc. Le titre a changé, donc, avec le nouveau gouvernement. Alors, comme à l'habitude, on aura une petite présentation et ensuite, on entame la période de discussion. Alors, la parole est à vous. Merci, Mme Plamondon-Lalancette. Bonjour à tous. Il me fait vraiment plaisir d'être ici et un petit peu partager avec vous notre connaissance, notre savoir et le travail qu'on fait. J'ai 10 minutes pour vous mettre la table un petit peu sur les grands éléments. Là. Puis je vois ici, j'ai pas tellement le choix de déroger parce que on est rendu à 1 minute 12 secondes. Alors, ce que je vais faire de façon vraiment très brève, vous parler de 5 points. Le forestier en chef et son organisation, là, qu'on soit un petit peu au même niveau. Un petit peu quelques éléments sur le calcul de possibilités forestières, là, sans aller au tableau noir et faire des grandes équations. Parler un petit peu de la démarche qu'on a suivie dans le processus de détermination des possibilités forestières. Quelques points sur les résultats de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis j'aimerais vous soulever quelques enjeux importants là, que probablement va faire l'objet aussi de notre discussion. Donc, forestier en chef, origine, vous vous souvenez d'Erreur boréale en 99, le rapport de la vérificatrice générale en 2002, la commission Coulombe. On était à un moment où, on pourrait dire, il y avait une crise de confiance à l'égard du secteur forestier. L'Ordre des ingénieurs forestiers, le Conseil de l'industrie forestière demandait à la commission Coulombe d'instaurer cette notion de forestier en chef, une entité externe au ministère, indépendante, qui était capable de donner leur juste sur l'état de la forêt et de sa gestion. Alors ça, c'est vraiment l'élément porteur. Les principes chers aux forestiers en chef et qui font partie même de la loi, c'est la notion d'indépendance. Pour réaliser des mandats qui sont sous sa délégation. La transparence également, c'est très important si on pense à la crédibilité, la rigueur. Et puis, on est une équipe professionnelle, donc objectivité, rigueur, puis un processus d'amélioration continue dans les travaux qu'on fait. Mission, mandat, c'est, vous le savez certainement, là, un élément le plus important, c'est celui de déterminer les possibilités forestières. Mais également, par les travaux qu'on fait, on a un rôle important d'éclairer les décideurs pour savoir quelles sont les conséquences futures de certaines actions. Et on a aussi un mandat d'information du public, de la population. Notamment, on a produit un bilan sur l'état des forêts et de sa gestion qui couvrait la période 2000-2008. On en fait un prochain. Alors, cet élément est important. Tout ça pour assurer la pérennité et l'utilisation diversifiée du milieu forestier. 62 personnes, on est répartis dans une quinzaine de lieux. Nous avons un système de gestion de la qualité qui est certifié ISO 9001, qui permet d'apporter encore plus de rigueur. Le calcul des possibilités forestières, pour certains d'entre vous, même la notion de possibilité forestière est un peu ésotérique, mais simplement, la possibilité forestière, c'est le maximum de bois qu'on peut récolter. Ce qui est important, c'est d'établir sur une base à perpétuité, un niveau fixe à perpétuité, évidemment, selon les données qu'on a. C'est un élément aussi qui est dans la loi. On a innové beaucoup depuis la création du Bureau du forestier en chef en 2005, suite notamment aux recommandations de la commission Coulombe. De nouvelles données forestières, connaissances plus précises de l'état de la forêt. On a également des connaissances, notamment sur les rendements, la croissance des forêts pour être capable de se projeter dans le futur. On utilise des outils informatiques de fine pointe qui sont utilisés dans d'autres pays également pour faire ces simulations, ces modélisations de la croissance de la forêt dans le temps. Et aussi, on est dans un cadre d'un nouveau régime forestier très, très ambitieux où on parle d'aménagement écosystémique et d'autres valeurs. Alors, on a intégré ces éléments-là dans notre travail. Le rôle du forestier en chef, important là, de mentionner qu'on travaille dans un cadre bien établi, cadre légal et administratif. On a une loi, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. On a une stratégie d'aménagement durable des forêts qui n'est pas encore officialisée, mais il y a une ébauche très avancée qu'on respecte. Des orientations gouvernementales ou centrales, mais également régionales et au niveau local qui sont intégrées dans notre travail. Ce qui est important, c'est l'arrimage aussi avec les directions régionales du ministère
parce qu'on est dans la planification forestière. Les possibilités forestières doivent être attachées à des stratégies d'aménagement. Et je veux souligner aussi, c'est important, nous, le travail qu'on fait, c'est de déterminer les possibilités forestières qui représentent, sur une base durable, la capacité de production des bois. Il y a une mission importante qui appartient au ministère où on est plus en support ou en conseil, qui est de déterminer la possibilité ou la part de la possibilité qui va être effectivement attribuée à l'industrie. Puis il y a des analyses de la structure industrielle, les diverses sources d'approvisionnement. Il y a l'accès, les forêts feuillues, mélangées, les problématiques d'intégration de récoltes et qui font que, évidemment, l'attribution de bois est inférieure à la possibilité forestière puisqu'elle doit intégrer ces éléments-là. Alors ça, c'est un peu autour du calcul. La démarche qu'on a suivie, on a établi en automne 2011 une possibilité forestière qu'on appelait sommaire. Il y avait des besoins pour la mise en œuvre du régime forestier de déterminer des possibilités forestières afin que le ministère puisse entreprendre la planification pour l'attribution des bois. Cette possibilité forestière, on parle beaucoup d'une réduction de 10 de la possibilité forestière dans les régions nordiques du Québec, a été établie de façon, on pourrait dire, paramétrique là, pour au meilleur de notre connaissance, mais le travail qu'on a fait par la suite jusqu'à tout récemment, c'est le travail sur les nouvelles bases que je vous mentionnais tout à l'heure, des nouvelles données, des nouvelles courbes de croissance, des nouveaux défis, objectifs aussi à respecter, et même, très important aussi, la prise en compte des attentes au niveau régional et local. C'est pour ça que l'année passée, vous vous souvenez peut-être, à peu près dans le milieu de l'été, on a fait une tournée qu'on appelait la revue externe, où on a fait des présentations dans toutes les régions forestières. On a soumis des résultats préliminaires, puis on a pu obtenir des commentaires et des éléments qui ont amélioré notre travail qu'on a intégré à l'automne. Alors, on a modifié les possibilités forestières sur la base d'un avis qui a été transmis au ministre, parce que pour modifier les possibilités forestières, le ministre doit en faire la demande au forestier en chef, donc sur la base de, on pourrait dire, un avis de pertinence. La demande au ministre a été faite. Le ministre a acquiescé à l'importance de modifier les possibilités forestières. Donc, j'ai pris la décision datée du 15 mai de modifier les possibilités forestières qui vont entrer en vigueur, comme la loi l'indique, là, au plus tôt le 1er avril qui suit la date de cette annonce. Donc, au 1er avril 2014. Et les résultats pour la... 2015. 2015, merci. Je voulais voir si vous m'écoutiez. OK. Je suis un peu mêlé dans les chiffres. Hein? Il y en a beaucoup. Résultat, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lorsqu'on a soumis à la revue externe l'été dernier nos résultats préliminaires, le final est à peu près la même chose. Ce qu'on a mis de plus, c'est qu'on nous a demandé d'intégrer de façon plus explicite les stratégies de reboisement dans les landes forestières, puis une certaine forme d'intensification de l'aménagement forestier. On nous a demandé aussi de revoir dans un cadre d'aménagement écosystémique les patrons de récolte sur le long terme. Évidemment, les éléments liés aux aires protégées au caribou aussi ont été sensiblement utilisés de la même façon. Alors, ce qu'on arrive, c'est essentiellement, là, je n'entrerai pas dans les chiffres dans ces 10 minutes-là parce qu'on va dépasser le temps, mais les possibilités forestières à l'échelle de la région sont maintenues au niveau qu'elles sont actuellement. Donc, on parle d'un relatif statu quo. Par contre, dans les 7 unités d'aménagement, c'est à ce niveau que la possibilité forestière est établie. On a quand même des écarts de moins 5 à plus 6. Donc, autour de cette moyenne, il y a certains écarts qui reflètent la réalité quand même différente de nos unités d'aménagement. Qu'est-ce qui explique la hausse, la baisse ou le maintien? C'est un ensemble de facteurs. Je vous mentionnais, on a des nouvelles données, des nouvelles connaissances, des outils, le régime forestier. On a eu de nouveaux inventaires forestiers. Fait que je dirais, il y a des éléments en plus et en moins là qui sont à la fois selon les intrants, les éléments qu'on a dû tenir en compte, puis la façon qu'on s'est pris pour calculer la possibilité forestière. À l'échelle du Québec, on a une hausse d'environ 7 de la possibilité forestière. La possibilité forestière augmente surtout dans le Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, un reflet probablement d'une intensité d'aménagement des dernières années. Là, c'est intéressant, on peut voir qu'à un moment donné, ça porte fruit en termes d'augmentation. La même chose du côté de l'Outaouais ou de l'ouest du Québec, mais dans ce cas-là, peut-être du fait que la pression sur la récolte est moindre, du fait
la configuration des forêts. Et les endroits où ça baisse de façon un peu plus marquée, c'est la frange de limite nordique, où évidemment on a des difficultés de croissance forestière. Il y a les feux qui sont beaucoup plus présents. Et la Mauricie aussi, un peu, là, se trouve comme le centre du Québec, la capitale nationale affectée. Bon, il me reste 1 minute, hein? À peu près. OK, c'est bon. Enjeux, je vous en nomme 5. Puis on va pouvoir en parler, mais je les mets presque en ordre de priorité, mais l'enjeu de produire du bois en quantité, en qualité, puis à un coût compétitif pour répondre aux besoins de l'industrie. C'est très important. On voit que la possibilité forestière est maintenue, mais ça, c'est le combien de bois, mais où est le bois, dans quelles conditions, l'accès, la problématique d'intégration de récolte. On voit qu'il y a des défis importants et pour vous dire, il est important de déterminer les volumes et maintenir les volumes, mais quelle est la valeur de ces volumes-là? La dimension économique est très importante. Puis là, on parle même de la certification, qui est un élément important, élément économique pour l'accès au marché. Deuxième enjeu, c'est de réaliser les synergies dans les mesures de protection. On a avancé passablement sur cet élément-là. Il y a encore du chemin à faire. Mais on parle d'aménagement écosystémique, par exemple, maintien de vieilles forêts ou répartir spatialement les coupes. Un peu comme la forêt le fait selon les perturbations naturelles. On a les aires protégées, on a le caribou, on a les éléments de protection liés à la certification. Il y a des objectifs de protection de la forêt, on a un règlement sur les interventions forestières et on a tout intérêt à travailler en synergie pour que sur le même hectare, on puisse faire plusieurs de ces éléments-là. On a avancé beaucoup, mais il y a du chemin à faire encore et c'est, je pense, là que réside la solution si on veut penser à augmenter la possibilité forestière. Il faut que les choix de société soit établi de façon la plus claire possible. Pour nous, ça nous facilite notre travail. On ne sera pas dans une position de Salomon à trancher entre des éléments. Il y a des décideurs vont à prendre des orientations, des décisions, qu'on se concerter, établir les compromis pour faire les choix, parfois sur des éléments qui semblent à première vue incompatibles. Compléter le réseau d'aires protégées. On sait que le gouvernement a une cible de 12 à l'échelle du Québec. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est à peu près à 6 présentement, donc il y a un défi. Caribou forestier, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup, mais le maintien de l'habitat du caribou forestier, c'est une orientation gouvernementale importante et soulève des défis évidemment très importants. Et le dernier que je mentionnerais, un 6e, là, épidémie, les perturbations naturelles, l'épidémie de tordeuse, des bourgeons de l'épinette qui commence déjà à affecter votre région et on pense que c'est un élément là, qui va aller en croissance. Les feux de forêt sont importants, dans la zone nordique principalement. Et tout ça est lié au changement climatique aussi qui ne vont pas nécessairement rendre ces enjeux de perturbations naturelles moins importants. Alors, en 11 minutes 45, j'ai mis la table. C'est bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous inviter à vous présenter au micro si vous avez des questions. La même chose pour vous, Monsieur Tremblay. Alors, on va débuter avec Pascal Girard du journal Le Quotidien Progrès Dimanche. D'abord, Monsieur Sarraz, merci d'avoir accepté l'invitation. Dans quelle mesure vous êtes capable, au bureau du forestier en chef, de faire fi des pressions de l'industrie qui doit avoir un lobbying assez imposant? Dans le fond, on reçoit souvent à cette tribune Richard Garneau de PFR. Et puis pour eux, du bois, ils en veulent toujours plus. Ils ont l'impression qu'au Québec, avec le nouveau régime forestier, avec qui ont de moins en moins de bois à couper, que le coût augmente de plus en plus. Dans quelle mesure vous êtes à l'abri des pressions de l'industrie qui elle, demande toujours d'avoir accès à plus de bois le plus près possible et le plus concentré possible pour réduire les coûts? Je peux vous répondre sous plusieurs aspects. Le premier, je mentionnais tout à l'heure que c'est le Conseil de l'industrie forestière était un de ceux, avec l'Ordre des ingénieurs forestiers, lors des consultations de la Commission Coulombe, a insisté sur l'importance d'avoir une entité qui est le forestier en chef, entité indépendante, crédible. Il parlait beaucoup même que ça devrait relever du vérificateur général. Alors moi, je pense que malgré la morosité des années qu'on a présentement, les baisses de possibilités, cette valeur-là demeure toujours. Je ne me fais pas interpeller à tout bout de champ là, pour tenter de... Alors, je pense que c'est cet élément positif qu'il faut reconnaître à l'industrie. Le deuxième, étant donné qu'on est, je dirais, dans une obligation de transparence et une obligation légale de dévoiler quels sont les motifs à la base de nos calculs, on ne peut pas faire de l'arbitraire puis commencer à manipuler les chiffres ou les données.
On les a, c'est transparent. On a un manuel de détermination des possibilités forestières qui est un peu notre livre de recettes qui dit voici comment chaque enjeu est pris. Et on a, la semaine passée, pour chacune des unités d'aménagement, dévoilé nos résultats. On le voit aussi, l'industrie forestière, le travail qu'on fait est important pour les éléments de certification. Et puis, l'industrie forestière, je pense, le message qu'on a, ce qui est important, c'est la prévisibilité, la stabilité. On peut convenir que la forêt, c'est un ensemble de valeurs, pas seulement la matière ligneuse, mais moi, j'ai le sentiment que c'est d'avoir l'heure juste qui est l'élément le plus important pour être capable aussi de planifier de façon prévisible et stable. Est-ce que votre travail demeure... Est-ce que le nouveau régime forestier a changé votre travail ou vous êtes uniquement dans le calcul de possibilités forestières, puis de la façon que c'est attribué, vous ne vous rendez pas là dans votre calcul? On ne se rend pas à l'attribution parce que c'est un travail qui nécessite connaître la structure industrielle, les autres sources d'approvisionnement. On dit que la forêt publique est une source résiduelle d'approvisionnement après la forêt privée, les autres sources d'approvisionnement. Il faut connaître la demande. Puis ça, ce travail-là se fait par la Direction générale des stocks ligneux. Nous, évidemment, on fournit l'information sur les données forestières, l'état de la forêt, mais le travail là, de détermination, c'est le ministère. Puis l'autre volet de votre question, le premier volet, c'était... Non, ça, c'est juste demander à quel point, dans le fond, vous, que le régime ait changé, ça n'a pas changé votre travail, il n'y a pas eu d'impact. C'est sûr que nous, le forestier en chef a été créé en 2005. On avait un calcul de possibilités pour la période 2008-2013 qui a été fait par le ministère des Ressources naturelles. Et le forestier en chef, en 2006, a été plus un élément, je dirais, vérificateur que le travail était bien fait. Alors, ça concorde un petit peu. Les résultats qu'on a déposés la semaine dernière, sont le fruit d'un premier travail d'envergure complet de calcul de possibilités forestières sur la base du nouveau régime forestier. C'est vrai qu'il est implanté depuis le 1er avril 2013, mais la loi est sortie en 2010, puis même déjà 2008-2009, on savait que suite à la commission Coulombe notamment, l'aménagement écosystémique, prise en compte d'un ensemble de valeurs, produire du bois c'est le plus intéressant, ont été graduellement incorporés. Alors, c'est pas une césure ou coupure très nette, là, c'est un changement graduel. Puis on n'a pas fini non plus là, à mettre en œuvre les changements. Mais, vous dites que les pressions du côté de l'industrie forestière comme telle, vous pouvez vous en dégager plus facilement. Du côté gouvernemental, on sait qu'il y a eu des changements rapides de gouvernement au cours des dernières années. Les orientations, sans être totalement différentes, ne sont pas toujours les mêmes. Monsieur Couillard avait dit très clairement que, par exemple, sur la question du caribou forestier, il voulait privilégier les emplois plutôt que les animaux et la protection de ces animaux-là. Vous, est-ce que ça joue justement dans vos orientations, dans la façon de déterminer justement vos aires protégées, le bois qui peut être coupé, tout en essayant de protéger le caribou? Comment ça entre en ligne de compte, finalement, ces orientations gouvernementales-là, politiques-là? Il y a des orientations politiques ou des intentions politiques, puis il y a, je dirais, le cadre légal dans lequel on travaille. Alors, le cadre légal dit le forestier en chef détermine les possibilités forestières dans le respect de la stratégie d'aménagement durable des forêts. Dans la stratégie d'aménagement durable des forêts en ébauche, il y a une section qui parle du caribou forestier et il y a une orientation qui dit que le gouvernement veut maintenir l'habitat du caribou forestier. Ça s'est traduit dans le cas du caribou forestier. Il y a des lignes directrices qui ont été établies aussi dans le respect de la loi sur les espèces menacées protégées ou lorsqu'on se rend compte qu'il y a une espèce qui est menacée, on doit établir un plan. Alors, ces lignes directrices sont très clairement établies, qui ont amené dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à établir un plan d'aménagement de l'habitat du caribou forestier. Et nous, on intervient en appliquant ces modalités-là. Alors, le plan d'aménagement de l'habitat du caribou forestier prévoit sur un long terme l'ouverture et la fermeture de certains secteurs, parce que le caribou, on le sait, l'élément le plus important, c'est le dérangement, si on veut, les routes qui amènent évidemment les villégiateurs, l'industrie forestière, qui amène également le loup et l'ours noir.
Alors, nous, on applique aussi qui est la consigne ou l'orientation de la direction régionale du ministère, ces éléments-là. Présentement, il y a des travaux qui ont en cours pour mettre à jour ces lignes directrices, pour peaufiner la stratégie, pour être de meilleures connaissances sur les populations, puis sur également les mesures qu'on peut faire pour protéger. Et au moment où ces lignes directrices ou ces orientations formelles vont être établies, bien, nous, notre rôle, ça va être de les intégrer. Mais entre les deux, pour fin d'indépendance, de transparence et d'objectivité, il serait malaisé de répondre là, à des commandes politiques qui ne sont pas soutenues par une certaine science puis des orientations à long terme. Donc, si éventuellement on dit on protège moins le caribou pour favoriser une plus grande récolte de bois, vous allez appliquer cette directive-là. C'est ça. Notre rôle là-dedans n'est pas un rôle de décideur, c'est plus appliquer, dans le fond, les règles du jeu. Chaque fois qu'on fait un travail, on veut le documenter, puis qu'on soit capable de comprendre quelles sont les prémices ou les hypothèses ou les intrants ou la façon qu'on s'est pris pour arriver au résultat. Puis ça doit être transparent. Puis, évidemment, il y a le gouvernement, il y a l'industrie, mais il y a d'autres parties prenantes. Évidemment, il y a celui de la certification. Il y a également des groupes environnementaux là, qui s'attendent à ce que le forestier en chef soit très rigoureux puis transparent. Alors nous, c'est un peu la crédibilité du forestier en chef, c'est notre atout le plus important, puis c'est aussi notre défi le plus grand. Le jour où cette crédibilité est mise à péril parce que on perçoit qu'il y a des décisions arbitraires qui sont prises, on est cuit. Alors c'est très important de maintenir cette rigueur. François Saint-Gelais, Le Quotidien. Est-ce qu'on peut conclure un peu bêtement que si la possibilité, si vos calculs font en sorte que la possibilité forestière se maintient ou s'accroît, disons, dans la région, ça veut dire que la région, l'état de la ressource est meilleur, que la forêt s'est améliorée. Est-ce qu'on peut faire cette corrélation assez bête, mais est-ce que ce serait exact de conclure ça à la lumière de vos travaux? Bien, la possibilité forestière, c'est sûr que depuis 2005 a diminué de pratiquement 30 %. Là, on est stable. On a peut-être atteint le fond du baril, mais c'est toujours... on a fait un calcul de possibilité forestière sur 150 ans. Mais ça, c'est en assumant que les conditions actuelles sont maintenues. Si demain... d'une part, on décide de protéger 50 de la zone au nord du 49e parallèle, ou à l'inverse, si on a une stratégie très agressive d'intensification d'aménagement, on va faire les ajustements en conséquence. Mais quand même, moi, je pense que le résultat de notre travail, qui s'est fait sur une base quand même beaucoup plus solide, en tout cas suite aux recommandations, on peut avoir un niveau de confort beaucoup plus élevé sur, comme je disais, ça baisse, ça monte, mais l'important, c'est que derrière ce chiffre-là, il y a une base solide là, qui permet de planifier à long terme là, avec plus d'assurance. Concernant les normes, notamment la norme FSC, est-ce que vous avez un rôle à jouer au niveau des audits? Est-ce que vos données, vos travaux sont pris en compte au niveau des certifications? Parce que c'est un très gros enjeu. On voit la bataille qui se livre, entre autres avec Résolu et certains groupes environnementaux. Est-ce que vos calculs sont partie prenante de ces certifications-là ou c'est complètement fait à l'externe? Bien, disons, c'est fait à l'externe, mais c'est une source d'informations et de connaissances évidemment importante lorsqu'on est capable de documenter comment l'état des vieilles forêts évolue dans le temps, l'état de la régénération, comment les aires protégées ont été intégrées. Alors, c'est certain que les agents qui font la certification ont beaucoup d'intérêt à consulter nos documents. On a également, lors de la revue externe et même avant avec l'industrie forestière, il y avait des objectifs locaux, si on veut, liés à la certification, qui n'étaient pas nécessairement dans le cadre du déploiement des aires protégées, mais on disait on aimerait avoir certains territoires de protection volontaire pour s'assurer le maintien de grands habitats essentiels ou suite à la coupe d'avoir ce qu'on appelle une rétention, là, garder un certain niveau. Alors, nous, on a été sensibles à ça, puis lorsque ça fait l'objet d'un certain consensus, c'est intégré. Alors, ça vient aider, si on veut, le dossier de certification. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, si on veut
avoir une plus grande possibilité forestière dans la région? Est-ce que il y a encore des lacunes au niveau de l'aménagement? Justement, vous parliez d'intensité de l'aménagement dans certaines régions qui permet d'améliorer la possibilité forestière. Est-ce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire en termes de reboisement, d'aménagement forestier? Qu'est-ce qui peut s'améliorer finalement dans la région pour pouvoir couper plus de bois? Au Québec, on a un régime forestier ou je dirais un ensemble de stratégies d'aménagement qui visent principalement à maintenir, appelons ça, la naturalité de la forêt. On est dans un aménagement de type, on pourrait dire, extensif, où on réussit par les lacunes de reboisement, par l'aménagement forestier, à produire plus que ce que la nature ferait si on ne faisait que prélever la ressource, mais pas de façon démesurée, si on veut. On n'a pas une stratégie d'intensification d'aménagement très forte. Hein. On pourrait penser, on va dédier 15. Il y a une stratégie quand même à long terme. Là, on parle des aires d'intensification, de production ligneuse, mais c'est encore, je dirais, au début d'un processus. Mais c'est sûr que si on intensifie cet élément-là, puis certains secteurs, on accepte qu'on produit du bois, comme dans l'agriculture, on produit du maïs, bien là, ça va avoir des éléments positifs. L'autre, donc, mettre l'emphase sur la production de bois, puis introduire la dimension économique, parce que c'est du bois, mais quel bois et à quel coût? Hein, c'est aussi très important. Et l'autre dimension, c'est celui que je mentionnais, l'enjeu de synergie des mesures de protection. On a travaillé par le passé en silo, plus en silo. On fait les aires protégées, on fait le caribou, on applique les normes d'intervention pour les lisières boisées en forêt, tout ça, de façon un peu indépendante. Puis là, avec le calcul de possibilités, puis nos travaux, on peut intégrer ça, on peut voir la synergie qui peut exister. Alors, il y a beaucoup de travail et, je pense, de gains à faire en intensifiant là, ces éléments-là. C'est à plus long terme. Mais on a quand même un calcul de possibilités forestières qui, sur l'horizon de 150 ans, est en rendement, on pourrait dire, accru. Donc, de période de 5 ans à 5 ans, là, il y a quand même une certaine augmentation qui n'est pas à la hauteur de l'objectif régional de 8 millions de mètres cubes, de revenir à 8 millions de mètres cubes. On est à peu près à 7, là, donc 15 % d'augmentation dans les 40 prochaines années. Ça va nécessiter des mesures particulières. Puis souvent, on parle, ça prend plus de budget, tout ça, c'est, oui, peut-être, mais surtout bien ciblé. Bien cibler les secteurs où on peut produire près des usines, près des travailleurs, dans les parties les plus productives, où on a moins de risques de feux de forêt. Il y en a beaucoup de territoires comme ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, selon vous, il y a moyen de faire mieux, pas nécessairement avec plus d'argent? Pas nécessairement avec plus d'argent. Puis là, on a commencé c'est-à-dire avec l'argent bien placé. Présentement, la répartition des budgets par région, par unité d'aménagement, est en partie basée sur l'historique, ce qu'on a fait. On commence à intégrer la dimension économique. La stratégie d'aménagement durable des forêts prévoit aussi en disant, le dollar supplémentaire que j'ai à investir pour faire de l'aménagement forestier, quel est l'endroit où ça va rapporter le plus? Alors ça, il y a certainement beaucoup. Puis même si on calcule la possibilité forestière pour soutenir le volume, mais est-ce qu'on peut aussi penser, avec la dimension économique, soutenir la valeur? Parce que plus de volume ne veut pas nécessairement dire plus de valeur. Denis Villeneuve, Le Quotidien. Oui, la semaine passée, il y a M. Richard Garneau qui était présent là, lors d'une rencontre avec les maires, les élus, etc. Il disait que, il abordait le dossier là, du caribou forestier. On sait que, c'est une priorité là, du fédéral, et puis de protéger ces espèces. Il disait il semblait dire que dans la région, le défi était particulièrement important parce que il établissait le niveau de perturbation là, de la forêt autour de 70% au nord du lac Saint-Jean. Et puis, selon l'objectif qui serait visé, c'est un niveau de perturbation de 35%. Est-ce qu'il n'y a pas là un grand défi dont on va devoir parler encore plusieurs années concernant le caribou forestier? Je voudrais pas être à votre place, je vous avoue, pour établir le niveau de possibilité. Là. J'aimerais vous entendre là-dessus. Effectivement, si on regarde les grandes régions où le caribou est présent, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi, nord du Québec,
On le sait, sur la Côte-Nord, présentement, la structure industrielle ou la pression sur la ressource, puis les difficultés d'accès, la topographie est beaucoup plus morcelée, fait que la pression sur le caribou est moindre. Il y a un plan de rétablissement sur 70 ou 90 ans. Et on peut penser, là, en tout cas, certainement, là, à la limite est du Québec, là, c'est des secteurs où le taux de perturbation est relativement faible. Du côté de l'Abitibi, nord du Québec également, c'est un milieu où l'aménagement est beaucoup plus extensif. Puis on a également des mesures. Il n'y a pas un plan de rétablissement de l'habitat du caribou forestier, mais on nous a demandé au régional de considérer, je pense, un 5 à 7 de possibilités forestières comme mesure préventive et en vue de l'établissement de ce plan-là qui inclut notamment là, les aires protégées. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est dans un milieu où il y a évidemment une dépendance très importante du secteur forestier pour un bon nombre de communautés. Le bois est important. Si on regarde également les niveaux de récolte, à l'échelle du Québec, dans la dernière période, 2008-2013, il y a presque l'équivalent de 2 ans sur 5 qui n'a pas été récolté en raison de la morosité de l'économie. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a été pas mal plus agressif, puis il y a quand même des volumes qui n'ont pas été récoltés. Mais on voit qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, toute la possibilité est importante. Donc, il y a une pression. Puis effectivement, dans la zone où le caribou est le plus présent, il y a des villégiateurs, il y a un ensemble de facteurs. Puis moi, je pense que ça interpelle, si on regarde entre les zones où on a 0 perturbation, puis les zones où on a 70 de perturbation, puis qu'on doit gérer nos risques, puis faire des choix, peut-être accepter que de certaines zones, il est illusoire de penser qu'on puisse fermer les routes, exproprier les villégiateurs, puis donc, je pense que ça, c'est probablement les travaux en cours là, sur le caribou forestier, là, trouver cette espèce d'équilibre entre rien et tout, là. Mais le défi est grand, c'est certain. Laval-Gagnon? Oui. Quand on regarde les chiffres que nous vous présentez concernant la récolte à partir du 1er avril 2015, là, pour l'ensemble des produits, on constate que tous les produits augmentent un peu, ou il y en a un ou les autres résineux qui augmentent beaucoup. Et puis l'augmentation est à peu près autour de 150 à 160 000 mètres cubes, là, en tout cas, d'après ce que j'ai pu compter. Mais il y en a un qui baisse de 19 là, le boulat à papier. Est-ce que ça, c'est le résultat du fait que l'industrie elle-même commande moins de ce type de produit parce qu'on sait que le marché du papier diminue, ou c'est pour enlever une pression sur le produit lui-même, là, sur la pression pour la récolte du produit lui-même? J'aurais de la difficulté à vous répondre de façon précise là-dessus, là, mais il y a probablement un ensemble de facteurs, notamment sur les inventaires de la ressource. Mais non, je peux pas. Parce que vous n'avez pas de chiffres sur le type de récolte et qu'est-ce qu'on fait avec le produit comme tel. Parce que le bois qui sert à la fabrication de papier, on sait que le papier journal baisse, etc. Et on sait que le bois d'œuvre, c'est autre chose, mais ça dépend de... Est-ce que ça entre en ligne de compte, la demande? Non, justement, c'est ce que... Dans nous, la possibilité forestière, on l'a pas, je dirais, répartie selon les produits. C'est le bois. Puis c'est pour ça qu'on parle même de volume brut, parce qu'on ne sait pas si ça va aller à la trituration ou... Okay. Parce que c'est le seul produit qui baisse à ce point, oui. 20 c'est quand même important. Mais c'est probablement lié, en tout cas, je pense, des éléments d'ordre biophysique, là. L'inventaire, l'état des volumes, puis la répartition selon les classes d'âge. Merci. J'aimerais vous entendre sur le fameux bureau du forestier en chef à Roberval. Parce que pour les journalistes, c'est un peu nébuleux ce qui se passe dans ce bureau-là. On a l'impression que vous n'y êtes pas très souvent. Et on se demande à quoi ça sert finalement. Pourquoi est-ce qu'on a mis un bureau du forestier en chef à Roberval? Est-ce que c'était pour faire beau puis nous laisser croire que
on voulait donner une importance à ce bureau-là en le mettant au Lac-Saint-Jean. J'aimerais vous entendre là-dessus. OK. Je vais vous répondre pour la partie de la question à laquelle je peux répondre, là, les éléments liés aux décisions politiques d'origine. Mais effectivement, là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on veut que le forestier en chef soit basé dans une région forestière, donc dans le comté le plus forestier du Québec, notamment. Je vous mentionnais qu'on travaille dans une quinzaine de lieux. C'est important que l'équipe du forestier en chef, qui fait surtout ceux qui font le calcul de possibilités forestières, soient en lien avec le ministère des Ressources naturelles, avec les aménagistes, ceux qui font la planification forestière. C'est pour ça qu'on est à Caplan, Rimouski, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos. Même dans la région ici, on est à Chicoutimi, à Jonquière, à Alma et à Roberval. Puis présentement, sur les 62 personnes, on a à peu près 18 personnes à Roberval. On a l'équipe qui fait le bilan, on a l'équipe qui fait le manuel de détermination, on a une partie de l'équipe aussi qui fait les calculs de possibilités forestières pour les unités d'aménagement sud-ouest de la région. Moi, j'y suis à toutes les semaines, 2 jours semaine, lorsque je ne suis pas à Rouyn, à Caplan ou tout ça. Alors, il n'y a pas une semaine où je suis à Québec tout le temps. J'ai un appartement, puis en tout cas, ce que je vise, c'est 2 jours par semaine au bureau de Roberval. Mais c'est certain que Roberval est une ville où, contrairement, par exemple, ici à Chicoutimi, on a une université, on a des services gouvernementaux, où la capacité d'attirer des gens, parce que l'idée, c'est toujours, lorsqu'on a un poste à combler, la première question, est-ce qu'on peut le combler à Roberval? Puis est-ce qu'on est capable d'aller chercher souvent, c'est des ressources spécialisées. Alors, moi, quand je suis entré en poste, il y avait 15 personnes à Roberval, là, on est 18. On a quand même réussi un petit peu à gagner. C'est un travail à long terme, mais c'est sûr, il y a plusieurs des membres de Roberval qui c'est des familles. Hein. Il y a les deux, le couple, le travail, ça a été un peu la façon de les attirer. Alors ça, c'est le défi. C'est le défi d'un bureau où on a besoin d'être présent partout, puis où on pourrait avoir nos services. Les services administratifs sont séparés entre Québec puis Roberval. Je suis quand même sollicité de façon assez importante au ministère des Ressources naturelles parce qu'on fait affaire avec les gens de l'inventaire forestier, avec l'aménagement, la protection, tout ça. Alors, à Roberval, je suis moins sollicité, si on veut, localement là, pour des rencontres. Mais c'est un peu la recherche, là, quand même, d'être présent à Roberval là, sur une base continue. Mais c'est plus difficile, je comprends, c'est ce que vous me dites, c'est que c'est plus difficile de faire ces activités-là à partir de Roberval que de les faire à partir de Québec. Juste pour avoir les gens qui ont l'expertise, les amener à Roberval, c'est déjà tout un défi. Oui, puis dans les rencontres où je suis la 11e personne qui arrive avec 10 personnes qui ont leur bureau à Québec et leur dire pourquoi on ne fait pas la rencontre à Roberval? Je l'ai essayé plusieurs fois, là, mais surtout maintenant avec les compressions budgétaires, là, c'est pas nécessairement facile. Alors vous, si demain on vous disait pour justement des questions budgétaires, on rapatrie tout ça à Québec, ça vous dérangerait pas trop? Oui, ça me dérangerait. Ça vous dérangerait? Oui, moi, je pense que c'est important. C'est important d'avoir la présence. Même il y a quand même 18 personnes qui sont là, sont valorisées. On a tenu une rencontre générale la semaine dernière à Saint-Gédéon. C'est important d'être présent. J'ai eu l'occasion l'été dernier aussi à faire du terrain. Là, on s'est rendu jusqu'au camp Bonnard, là, pratiquement à la limite nordique. Puis ce contact-là, je pense, est essentiel là, pour percevoir là, la complexité, la diversité là, des situations. Non, moi, je bataillerais ferme pour maintenir le bureau. Puis je dirais d'une certaine façon, le forestier en chef, si on enlève un peu les éléments liés à l'indépendance, c'est un travail qui pourrait être fait au sein du ministère. Puis je pense que le fait d'avoir un bureau à Roberval, c'est un élément distinctif qui vient supporter l'importance de ce poste et que ce poste soit à l'extérieur du ministère. Vous pourriez rencontrer le premier ministre à Roberval, d'ailleurs. Oui, maintenant, vous êtes tout près du premier ministre. Là. Pascal Girard. Vous avez parlé, M. Sarraz, un peu la genèse de la création du bureau du forestier en chef, la commission Coulombe. Ça part d'un film, c'est l'Aurore boréale. Ça ne le cachera pas, c'est la genèse de tout ça.
Et ça a changé énormément dans la population, l'opinion sur la récolte du bois au Québec, bon, que c'était une catastrophe. Est-ce qu'il y a des enquêtes, des études qui sont faites sur comment est rendue cette opinion-là au Québec? Moi, j'ai l'impression comme ça, de mon impression personnelle, on ferait un sondage à Montréal aujourd'hui. Croyez-vous que le bois est bien exploité au Québec? Croyez-vous qu'on exploite encore mal la forêt? Et j'ai l'impression que dans le sondage, on aura encore un pourcentage très élevé de gens qui sont encore à cette perception-là. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites là-dessus au gouvernement sur la perception des gens et dans quelle mesure le travail aujourd'hui est réellement différent de ce qui se faisait il y a 20 ans? Non, j'ai connaissance d'une étude qui avait été faite à Québec puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, Louis Bélanger, il y a peut-être 3-4 ans. Là, puis lui, finalement, se rendait compte que les gens du milieu urbain avaient autant en valeur le travail, les travailleurs, l'industrie que les gens dans les régions, mais plus loin que ça. Mais ce que vous interpellez, je pense, c'est un travail qui avait peut-être été lacunaire dans les années 90, quand on a fermé les centres d'interprétation en forêt, les programmes d'éducation en forêt. Puis ce travail, je dirais, là, de vulgarisation, d'éducation, là, est à la base de tous ces éléments de perception. Puis on pourrait probablement en faire plus. Là. Parce que dans le fond, la population en général est peut-être pas au courant que les façons de faire ont changé tant que ça, là. Mais est-ce qu'elles ont changé tant que ça depuis l'erreur boréale, justement, aujourd'hui? Est-ce que les façons de faire... Ah, totalement. Oui. Vous l'avez vu, l'évolution? Oui, c'est sûr. Ben, dans certains cas, ça a été aussi de formaliser ce qui commençait à se faire. Là, hein. On était sur certaines lancées, là, mais c'est venu le camper. Puis là, avec un régime forestier, avec tout ce que ça veut dire en termes de loi, règlement, tout ça, ben là, on l'a consolidé, si on veut. Là. Donc, ce serait quoi si vous nous résumez l'évolution qui a été faite là, au cours des 20 dernières années? Vous la résumeriez comment, cette évolution-là? Ben, disons, là, je parle presque d'un nom personnel, là. C'est pas une étude. Ben, vous êtes dans le domaine depuis longtemps. Comme acteur. Oui. Ben, je dirais, traditionnellement, le secteur forestier était quand même relativement un secteur clos. Moi, comme ingénieur forestier, on était toujours confronté à la notion de la communication. Puis comment ça se fait qu'on réussit pas à intéresser les gens à la forêt, tout ça. Il y avait une espèce de constat d'échec à sortir. Puis il y avait peut-être une certaine habitude de l'époque lointaine des concessions forestières. On disait que c'était le ministère, l'industrie, puis l'ordre des ingénieurs forestiers de façon un peu fermée. Puis moi, je pense que suite à l'erreur boréale, je pense on doit reconnaître que c'était un élément catalyseur qui a mis, comme aucun ingénieur forestier a réussi à faire sur la table, les enjeux forestiers, là, avec évidemment sa façon de le présenter. Mais ça, je pense, ça a permis d'ouvrir, comme Guy Coulombe mentionnait, la maison forêt, là. Donc, ouvrir pour intéresser les gens, puis ouvrir aussi pour faire valoir. Ça, je pense, c'est important. L'autre élément important aussi, je pense, puis ça, c'est suite au sommet de Rio en 92, c'est toute l'idée de l'aménagement durable des forêts, établir des critères et indicateurs, puis voir la forêt comme un tout. Hein. La forêt, avant, c'était très ligneux. Là, la forêt, c'est un ensemble de valeurs écotouristiques, fauniques, environnementales, et que ça doit être géré comme un tout. Je pense que ces éléments-là, donc, là, on a la faune et la forêt qui sont dans le même ministère, c'est une bonne chose. Ça va permettre de consolider ces éléments-là. Ça a changé. Puis, je pense aussi un élément important, c'est que auparavant, on a un héritage de concessions forestières de 150 ans, puis même dans les CAF, là, jusqu'au 1er avril 2013, c'était encore l'industrie qui était le moteur principal de l'aménagement forestier. Puis on a fait des constats où c'était pas facile à l'industrie de concilier l'ensemble des valeurs parce qu'elle avait un intérêt dans une valeur, la matière ligneuse. Et également, puis ça, c'est en lien aussi au régime forestier, c'est pas un blâme à l'industrie, mais cette difficulté là, de dynamiser l'aménagement forestier. Nouveau régime forestier, on a rapatrié ses responsabilités au sein du ministère, hein, la planification, l'aménagement forestier, c'est le rôle du ministère. Alors ça, c'est un changement quand même majeur. On veut que l'industrie soit
l'industrie est la plus compétente et la plus productive dans ce qu'elle sait faire, c'est transformer le bois, le lien avec le marché, puis toute la question de valeur ajoutée, puis fait qu'il y a quand même, là, c'est des gros morceaux dans notre régime forestier, puis on est quand même dans les premiers pas, hein, il y a un élément d'apprentissage à faire, là, mais on commence à voir là, les pièces se placer. Bertrand Tremblay. Bon. Au départ, j'apprécie votre attitude vis-à-vis de la présence du forestier à Roberval. La mentalité a changé parce qu'il y a 40 ans, quand René Lévesque avait voulu déplacer les chercheurs de Montréal à Gaspé parce qu'il y a plus de poissons dans le fleuve, je pense, que dans la rivière Saint-Charles. Alors, il n'y avait pas réussi, hein. Il y avait une résistance syndicale très forte. Mais en ce qui concerne, il y a justement à cette époque-là, autour des années 70, la récolte dans la région, c'était la plus forte, je pense. C'était autour de 7,5 millions de mètres cubes de bois par année, je pense. Aujourd'hui, elle se situe à quel niveau et quel a été l'impact de la vente aux enchères du bois? Parce que maintenant, on fait l'achat. Alors, une autre région peut obtenir le bois qui est coupé dans la région pour l'exploiter. Ben, je vous dirais en termes de volume, on est à peu près une possibilité forestière de 7 millions et un niveau de récolte qui est quand même qui était un peu moins de ces dernières années en raison de la crise. Puis on voit là que le niveau de récolte s'approche beaucoup là, de cette possibilité forestière. Donc, c'est un petit peu dans les mêmes. Ça fait que mais ça, il y a aussi toute la stratégie du reboisement. Je pense qu'il doit être un peu responsable aussi de cette. Oui, parce que si on maintient les mêmes niveaux, puis qu'on a en plus des aires protégées, hein, l'ensemble des valeurs environnementales qui généralement ont un effet à la baisse des possibilités forestières, c'est qu'on a quand même, je dirais, un peu rajeuni la forêt, remis en production des territoires qui ont eu un effet de... Est-ce qu'on peut y voir aussi l'effet du consortium de la forêt boréale ici à l'université qui développe des nouvelles méthodes de reboisement depuis déjà une vingtaine d'années, en tout cas? C'est certain que l'évolution de la connaissance nous permet, on parle de rendement de plantation, là, avec, il y a tout le travail aussi de sélection là, des essences, puis l'amélioration génétique, là. Dernière question, il y avait une centaine de scieries dans la région, encore une fois, il y a 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Hein? Les emplois, il y en avait autour de 10-12 000. Ça a été réduit à combien d'emplois qui nous restent dans la région, dans la forêt? Et quelles sont, à votre avis, la possibilité de développer ça? Je vais vous répondre comme un observateur forestier, là, mais on voit bien là, que dans un contexte de mondialisation, puis on regarde par exemple la Colombie-Britannique, où ce qui se passe, c'est des éléments, même dans d'autres secteurs, c'est le cas de l'agriculture aussi, on a des unités de plus en plus grosses pour être capable de compétitionner, pour réduire les coûts fixes, ou variables en fait. Et puis on a aussi, vous regardez là, les usines les plus performantes, là, il y a 5-6 personnes qui travaillent, là, puis on a de la difficulté à les trouver. Fait que là, il y a vraiment, je dirais, le défi entre, appelons ça la productivité, la capacité de compétitionner, qui nous amène, le rapport Coulombe le mentionnait très, très, très clairement, à une rationalisation puis la création d'unités beaucoup plus grandes pour compétitionner sur le marché mondial, mais au détriment de la création d'emplois. Quoique les emplois qu'on va créer dans ces usines plus performantes, ça va être des emplois de qualité. Puis ça interpelle un peu la relève. Là, présentement, j'en ai pas parlé, mais c'est un enjeu important avec la crise, puis l'attrait du secteur minier dans certaines régions, et aussi les jeunes d'aujourd'hui, hein, avec des valeurs différentes. C'est bien difficile là, d'aller chercher la relève. Alors, on pourrait aménager plus, mais qui va faire le débroussaillage, qui va faire les plantations? C'est un élément majeur aussi. Fait que c'est en mouvance beaucoup. Et puis, il faut regarder vers l'avant, hein, puis mettre ça en perspective, là, le nombre d'unités de transformation, puis viser une meilleure productivité, puis ultimement être capable de compétitionner sur le marché mondial. Denis Villeneuve? Oui, sur la notion, vous l'avez abordé un petit peu tantôt, là, sur la notion d'intégration, là, de la notion économique.
On sait que l'industrie forestière se plaint beaucoup des coûts, selon elle, exorbitants là, de la matière ligneuse. J'aimerais savoir comment est-ce que vous allez vous prêter à l'exercice d'intégrer la notion économique dans la gestion de nos forêts. Quel est le processus qui va être suivi? Bien, on est en train de développer nos capacités d'analyse économique avec les équipes du ministère aussi, là, qui sont principalement au bureau de mise en marché des bois, pour être capable, ce que je mentionnais, là, le dernier dollar qu'on a à dépenser ou à investir, plutôt, je devrais dire, en aménagement forestier, à quel endroit on le fait. Alors, de plus en plus, on se familiarise avec ces outils-là pour être capable d'aider les décisions pour investir de façon la plus importante. Et dans l'ensemble, évidemment, là, ça va amener des répercussions positives sur le coût du bois, surtout si on commence à intégrer des éléments comme la distance entre l'usine puis la forêt, la dimension des bois. On a eu, par exemple, dans les travaux qu'on a faits, dans certaines régions, on nous a demandé est-ce qu'il est possible d'avoir une proportion de bois plus gros? C'est intéressant dans ce cas-là, le fait d'attendre que la forêt pousse plus longtemps, la possibilité baisse parce qu'on ne récolte pas tout de suite, mais on a du volume plus gros. Donc la valeur, la possibilité en mètres cubes diminue, mais la valeur en dollars augmente parce qu'on a du bois plus gros. Fait qu'on commence à intégrer ces éléments-là pour être... Puis je pense que c'est un peu une chaîne complète là, entre la récolte et la transformation. Puis si on peut avoir des bois plus, dans certains cas, en tout cas, c'est ce qui est convoité, du bois plus gros, la récolte par arbre est moins chère, puis à l'usine aussi, des coûts de transformation. Fait que c'est important. Il y a des groupes là comme le groupe Forac, il y a le FP Innovation, probablement au consortium de recherche aussi. Là, de plus en plus, on est à tenter là, on parle de création de chaînes de valeur là, pour optimiser ses coûts. Puis nous, on est, je dirais, en appui comme étant un peu l'expertise sur la forêt, sur l'état des forêts, puis de développer des outils nous permettant dans le temps là, de voir comment ça évolue. J'aimerais peut-être vous entendre vous en avez glissé un mot tout à l'heure, mais bon, maintenant on a un ministère des forêts, de la faune et des parcs. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce nouveau ministère-là, avec cette vocation-là d'intégrer justement le fait que ce soit un ministère des forêts avec la faune et les parcs? Est-ce que ça change quelque chose dans votre travail? Est-ce que c'est un avantage d'avoir regroupé ça de cette façon-là? Comment vous voyez ça? Les secteurs faune, forêt travaillent quand même de façon, qu'ils soient dans un ministère ou dans l'autre, il y a quand même des relations, mais c'est certain que quand c'est sous le même chapeau, là, les relations sont plus faciles à établir, puis les visions communes, effectivement. Ça ne change pas grand-chose dans notre travail. On perçoit par contre que lorsqu'on avait le ministère des Ressources naturelles avec des très grands dossiers comme l'énergie, les mines, bon, dans les dernières années, c'était une priorité gouvernementale, une nouvelle loi sur les mines. Puis le secteur forestier, bon, on devait un petit peu... C'est sûr que jusqu'en 2010, où on a déposé la loi, c'était un secteur très, très, très important dans l'action du ministère. Le fait d'avoir un ministère qui se dédie spécifiquement à la forêt, à la faune c'est forêt, beaucoup aussi, les parcs, bien, c'est certain que ça nous donne une capacité... d'accès au ministre et de compétences, de connaissances du ministre à la forêt de façon plus importante dans la répartition de son temps. Fait que je dirais que c'est peut-être sur cet élément-là. Puis effectivement, moi j'ai pu rencontrer le ministre 10 jours après sa nomination. Et puis, c'est évidemment, la forêt, c'est important. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on veut le voir. Là. La connaissance, puis l'accès rapide. Pascal Girard. On a beaucoup parlé de l'aurore boréale qui était il y a 20 ans, des changements qu'il y a eu depuis. Votre boule de cristal, dans 20 ans, la forêt au Québec, ça va ressembler à quoi? En termes de possibilités forestières? En termes de tout, en termes d'exploitation, en termes de régénération de la forêt, en termes d'industrie, en termes d'emploi, en termes de... Est-ce qu'on va être un exemple à suivre? Est-ce qu'on aura bien su cultiver la forêt? Dans 20 ans, si on vous reçoit, ça serait... Le forestier en chef dirait quoi dans 20 ans? Ben, moi, je pense que la forêt québécoise est immense, hein? Puis on l'aménage
Moi, je trouve ça intéressant. Souvent, on utilise le modèle suédois. Effectivement, en Suède, la productivité forestière par hectare est beaucoup plus grande. Mais c'est des plantations, puis il y a un petit peu un désert de biodiversité. Au Québec, on a le défi un petit peu d'aménager la forêt naturelle de façon à la fois de maintenir ses attributs de biodiversité, puis de produire du bois. Puis je pense qu'avec le temps, ça va être lié au tourisme international dans les grands espaces. Moi, je vois une forêt plurielle ou diversifiée de plus en plus. Puis on le voit, là, il y a tout le secteur du récréotourisme, les Sakakomi et autres, là, qui sont quand même là, des secteurs importants. Puis le défi, ça va être l'arrimage, hein, la conciliation de ces divers intérêts. Puis on voit à l'échelle si on pense à l'échelle planétaire, c'est l'eau qui est la ressource la plus importante dans le milieu forestier. Ça aussi, peut-être, ça va prendre plus d'importance. Il y a des endroits, on voit, par exemple, la ville de New York a décidé d'aménager des bassins versants pour approvisionner son eau et investir massivement, trouvant qu'il était préférable d'aménager un bassin versant puis que la nature fasse ses fonctions écologiques que d'investir encore plus pour une usine de filtration d'eau. Je pense que les valeurs autres que ligneuses de la forêt vont prendre plus d'importance, puis on va les reconnaître comme, je dirais, contribution économique. Puis présentement, on est peut-être au début, là, c'est un peu polarisé, hein, emploi, caribou, air protégé, là, un peu comme Mme Huybens le dit aussi, là. Oui. Le « et » plutôt que le « ou », là. Et le climat, ce qui va changer la forêt, selon vous? Pardon? Le climat, est-ce que le climat va changer la forêt? Le climat va changer la forêt. Là, j'entendais récemment que le climat avance de 1 mètre par jour vers le nord. Alors, si on traduit ça, là, les érables qu'on a au sud de Montréal, on va les avoir ici là, dans 50, 75 ans. Puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Hein. Le climat, si c'est un réchauffement, il y a des éléments liés à la productivité forestière qui peut être intéressante, mais en même temps, il y a les variations les catastrophes naturelles. Ça peut être aussi pour les espèces invasives. On parle de plus en plus là, de nouvelles espèces qu'on n'avait pas. Fait que ça va être intéressant à voir. Mais c'est sûr que ça va changer quelque chose. Alors, écoutez, donc, rendez-vous dans 20 ans pour voir où on en est rendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde.